Les évêques français se démarquent du pacifisme. L'Église de France estime légitime la dissuasion nucléaire et s'oppose à un désarmement unilatéral qui, dit-elle, encourage le chantage. Yasser Arafat et ses partisans le dos à la mer à Tripoli, au Nord-Liban. Damas refuse de recevoir une mission arabe de conciliation. Les comptes de la sécurité sociale en excédent pour la première fois depuis 2 ans grâce à une meilleure maîtrise des dépenses de santé et aux recettes nouvelles. Tremblement de terre la nuit dernière en Belgique, tout près de Liège, 2 morts et d'importants dégâts matériels. Garçon, c'est le titre du nouveau film de Claude Sautet qui sort demain, en vedette Yves Montand, qui est l'invité de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. La sécurité sociale n'est plus en déficit. Pour la première fois depuis 2 ans, les comptes du régime général de la sécurité sociale devraient accuser un excédent de 4 milliards 100 millions de francs en 83, selon le rapport de la Commission des comptes rendu public aujourd'hui. L'excédent devrait être reconduit en 84, mais il sera sans doute de moindre ampleur. C'en est donc fini du mythe du déficit permanent de la sécurité sociale, a déclaré avec satisfaction le ministre des Affaires sociales, Pierre Bérégovoy, qui souligne cependant qu'au-delà de ce redressement dû aux mesures prises depuis juillet 82, le problème de l'équilibre des comptes continuera de se poser tant que la croissance économique restera faible. Les explications de Lucie Soboul et de Martine Gilson. Plusieurs prélèvements ont permis d'équilibrer, pour 83, le budget du régime général. Le 1% sur le revenu, les taxes sur le tabac, l'alcool, les publicités pharmaceutiques, le forfait journalier de 20 francs versé par chaque malade hospitalisé. Ces mesures exceptionnelles ont rapporté 18 milliards de francs. Deuxième élément qui permet de maîtriser les dépenses et qui joue cette fois-ci à long terme, les dépenses de santé se sont très fortement ralenties. Elles progressent cette année de 12%, contre plus de 18% en 82. Troisième constatation, c'est le secteur des dépenses hospitalières qui augmente le moins vite. Or, l'hôpital représente plus de la moitié des dépenses de santé. 3 éléments ont fait ralentir les dépenses, un effort de gestion, un contrôle strict des créations d'emplois, le ralentissement de l'inflation. Mais surtout, le nombre des journées d'hospitalisation continue à diminuer et les séjours à l'hôpital sont en moyenne de moins en moins longs. Dernière constatation, la médecine de ville connaît un regain d'activité, les malades font davantage appel aux médecins libéraux, tandis que les honoraires médicaux continuent à progresser. Est-ce que cela va durer? Pour 84, c'est clair, c'est oui. Fin 84, il y aura même un léger excédent, grâce à la reconduction du 1% qui va rapporter 10 milliards de francs et grâce aussi à l'augmentation de 1 point des cotisations vieillesse. Ces mesures ne résolvent pas les problèmes de fond, d'autant que, compte tenu de la situation économique, le chômage risque de s'aggraver. Et 100 000 chômeurs en plus, c'est 3 milliards de francs en moins dans les caisses. D'autant aussi, compte tenu là de la situation démographique, qu'il faudra payer de plus en plus de retraités. Alors, en 85, eh bien, si les dépenses de santé continuent de grimper moins vite, comme ce sera sans doute le cas, le gouvernement sera très vigilant sur ce point, eh bien, dans ce cas, le trou sera moins gros, beaucoup moins gros. Reste qu'il faudra quand même trouver de l'argent. Et Pierre Bérégovoy a évoqué cet après-midi, à nouveau, l'idée d'une séparation entre ce qui relève de la solidarité et ce qui relève de la stricte assurance. Cette idée sera sans doute au cœur du grand Grenelle social qui doit réunir, dans les mois qui viennent, le gouvernement, le patronat et les syndicats. Je procéderai à toutes les confrontations nécessaires. Donc, début des conversations vers la fin du mois de novembre, et cela s'étalera sur quelques semaines, car il s'agit, comme vous le voyez bien, d'un dossier très ardu. Et notamment, celui qui consiste à essayer de décanter ce qui dépend de la solidarité et ce qui dépend de l'assurance. Le rapport que vous connaissez y fait une large place. Je veux connaître les réactions des partenaires sociaux là-dessus. Et j'entendrai leurs suggestions et voire leurs critiques. Car du type de classement que l'on fait, solidarité nationale ou bien assurance, découlent naturellement les propositions de réforme de financement qui peuvent être faites par les partenaires sociaux et par le ministre. Je vous en ai déjà parlé à l'occasion du livre blanc, je ne reviens pas en détail sur ce point.
En tout cas, le retour à l'équilibre des comptes enregistrés cette année est dû à l'affectation à la protection sociale de recettes nouvelles et aussi à une meilleure maîtrise des dépenses de santé dont la croissance a été nettement ralentie cette année. Lucie Soboul l'a constaté de façon concrète dans un hôpital parisien. L'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris. C'est un petit hôpital réservé uniquement aux enfants. 1500 personnes y travaillent et parmi elles, 300 médecins. Ici, ce qui coûte cher, comme dans tous les hôpitaux, c'est le personnel. Il représente 70% des dépenses. Viennent ensuite les dépenses médicales et hôtelières, bien moins importantes dans le budget de l'hôpital. Aujourd'hui, en période de crise, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul a décidé de faire des choix en matière de soins. Nous avons l'obligation de répondre d'abord à un certain nombre de missions de service public, l'accueil des urgences, la nuit, le dimanche, là où la réponse de la médecine de ville n'est pas totalement satisfaisante, et d'autre part, développer, assurer ce que doit faire le CHU, c'est-à-dire certains services de pointe, aussi bien dans les services d'hospitalisation, les réanimations par exemple, que les consultations, où nous développons des consultations de second recours, c'est-à-dire que les médecins de ville nous adressent des malades pour lesquels ils ne peuvent pas donner totalement la réponse parce qu'ils n'ont pas le plateau technique disponible à domicile. Deuxième constatation, à Saint-Vincent-de-Paul, et c'est vrai pour la plupart des hôpitaux, les hospitalisations ont nettement tendance à diminuer depuis quelques années. Ici, on soigne plus de malades, mais beaucoup plus vite qu'avant, et sans obligatoirement les hospitaliser. La durée moyenne des séjours a diminué d'un tiers depuis 10 ans. On commence peut-être à se rendre compte que certains traitements peuvent être faits ailleurs qu'à l'hôpital. Dans ce cas, ils coûtent moins cher à la collectivité. L'hôpital n'est plus désormais le premier recours obligé pour un malade donné. Et l'hôpital, avec, en ce qui concerne du moins l'assistance publique de Paris, avec les moyens techniques qu'il offre, tend plutôt à prendre en charge des malades plus lourds. Et pour les soins courants, on a tendance à avoir recours à ce qu'on appelle les alternatives à l'hospitalisation, par exemple les consultations externes et par exemple les hôpitaux de jour. Dernière constatation, l'équilibre a été atteint cette année grâce à une meilleure gestion et à un contrôle plus strict des créations d'emplois. Néanmoins, on ne pourra pas indéfiniment réduire les gaspillages ou serrer les dépenses. Il faudra sans doute se résoudre à fermer des lits là où c'est possible, à mieux répartir le personnel entre le secteur administratif et les services médicaux, ou bien encore à prévoir des rallonges budgétaires. Cela ne pourra se faire qu'avec l'accord de tous les personnels de santé. C'est un document important et qui vient à point nommé dans le débat largement ouvert en France et en Europe sur la question des euromissiles et du pacifisme. C'est un document important qu'ont adopté aujourd'hui à la quasi-unanimité les évêques français en clôturant à Lourdes leur assemblée annuelle. L'Église de France estime en effet légitime la dissuasion nucléaire et s'oppose à un désarmement unilatéral réclamé par plusieurs courants pacifistes. Une prise de position qui est à l'inverse de celle prise aux États-Unis par les responsables catholiques américains, de celle prise aussi par les églises protestantes d'Europe du Nord, prise de position enfin qui conforte en France la politique du président Mitterrand. Jean-Claude Darigo a demandé à l'évêque de Beauvais d'expliquer la position de l'Église de France. Il y a une ambiguïté terrible dans le pacifisme. On ne peut pas être pour la paix à tout prix. Par contre, on trahirait l'Évangile si on oubliait ce que c'est que la paix. On ne peut être que pacifique, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes affrontés à un dilemme terrible. C'est pas seulement choisir entre la guerre et la non-guerre, ce serait trop facile. C'est entre la guerre et un chantage. C'est ça le dilemme. Comment sortir du chantage ? Les autorités chez nous, plusieurs gouvernements successifs ont décidé, ont pris une option sur la dissuasion. Et je ne pense pas qu'on puisse le leur reprocher. Quand on pèse le pour et le contre, l'ensemble des données, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un choix moralement inadmissible. Mais c'est un choix extrêmement dangereux et d'ailleurs les intéressés le savent mieux que nous. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des Munich dans l'air. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je pense qu'il y a une façon de prôner le désarmement total ou unilatéral
de croire qu'il suffira de se désarmer pour que, comme par enchantement, éveiller la réaction en face, une réaction semblable. Mais je crois que ça, c'est s'enlever les moyens d'une négociation vraie, et c'est prendre le chemin de la capitulation, et ça, ce serait terrible pour l'Occident tout entier. Alors quel jugement de valeur portez-vous sur un certain nombre d'églises chrétiennes dans les pays plus exposés, vous voyez à quoi je fais allusion, et qui, semble-t-il, ont pris quand même le parti du pacifisme? Enfin, les dernières manifestations en Allemagne fédérale le montrent. Je pense que les textes des évêques allemands, comme des évêques américains, beaucoup plus proches du nôtre, ou l'inverse, comme vous voulez, qu'on ne le dit. Je sais que d'autres chrétiens ont pris des positions qui sont les leurs. Vous permettrez à des catholiques d'avoir des positions divergentes sur ce point précis avec certaines églises, mais il faudrait voir quand, lesquelles, comment, dans quelle proportion, parce qu'il y a tout un éventail de positions au sein des églises chrétiennes. Autre prise de position importante sur les mêmes questions, une prise de position syndicale, celle de Force ouvrière qui, à la différence de la CFDT, se prononce résolument contre le pacifisme et s'aligne donc sur les vues du président Mitterrand. Le secrétaire général de Force ouvrière, André Bergeron, a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État. Voici ce qu'il a déclaré à sa sortie de l'Élysée. Nous sommes notamment d'accord lorsqu'il explique dans ses discours dans différents pays qu'à l'heure actuelle, les missiles sont à l'est et, jusqu'à preuve du contraire, pas à l'ouest. Et que, par conséquent, le langage qu'il a tenu devant le Bundestag, qu'il a tenu en Belgique et en Angleterre, est un langage qui nous paraît de raison. André Bergeron a d'autre part révélé que le montant des intérêts payés par le régime des assurances chômage aux banques s'élève en 83 à 120 milliards de centimes, 120 milliards de centimes d'agio que l'UNEDIC doit donc payer aux banques qui lui prêtent de l'argent tous les mois pour payer les allocations aux chômeurs. À l'étranger, ce soir encore la guerre qui continue de sévir au nord du Liban, à Tripoli. Yasser Arafat et ses partisans sont maintenant installés en pleine ville, sans avoir pourtant complètement évacué le camp de Badawi. Le point, Philippe Rochaud. Les dissidents palestiniens et l'armée syrienne tiraient ce matin 1 missile par seconde sur le camp palestinien de Badawi, mais les partisans d'Arafat ripostaient encore. Les bombardements touchent à présent la ville de Tripoli. En 5 jours, on a relevé plus de 300 morts, dont une quarantaine aujourd'hui. Tripoli, la deuxième ville du Liban, comptait 400 000 habitants, mais la moitié d'entre eux ont pris le chemin de l'Exode, car c'est ici que pourrait se dérouler la dernière bataille contre les loyalistes de l'OLP. Les milices libanaises du mouvement d'unification islamique opposé à la Syrie se battent aux côtés d'Arafat et de ses partisans et quadrillent à présent toute la ville. Ces hommes ont reçu l'ordre de résister jusqu'au bout à l'offensive des dissidents palestiniens et de l'armée syrienne, mais leur chef a demandé à Yasser Arafat et à ses adversaires de cesser le feu et de s'asseoir autour d'une table de négociation afin que la ville de Tripoli et ses habitants soient épargnés par les combats. La Syrie refuse toujours de céder à toutes les pressions diplomatiques arabes. Damas refuse ainsi de recevoir la mission ministérielle que plusieurs pays arabes voulaient lui envoyer. Washington continue de se taire. L'agence TASS aujourd'hui déplore les confrontations armées entre Palestiniens sans toutefois mentionner le rôle actif joué par la Syrie et la Libye qui sont les alliés de Moscou. À Jérusalem, sans qu'il y ait aujourd'hui de déclaration officielle, les responsables israéliens ne cachent pas leur satisfaction devant le sort d'un Arafat acculé à la mer par d'autres Arabes. Le pape a lancé un appel à la cessation des combats. Et à Paris, le ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson, a lui aussi ce matin à l'Assemblée nationale lancé un appel à l'arrêt des hostilités. Écoutons-le. Nous vivons ces jours-ci le drame, le mot n'est pas trop fort, de l'étranglement, de l'étouffement de Tripoli. Pris à terre dans la pince blindée syro-libyenne, bloqué en mer par le jeu conjugué de navires israéliens et syriens. Tripoli où des populations civiles sont bombardées, meurent. Tripoli où nous avons des ressortissants, près de 200. Tripoli où le dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine est personnellement menacé
Cet homme que le président de la République, il y a quelques jours, disait intelligent et courageux, qui a cherché et parfois réussi à donner à son organisation une valeur diplomatique et un caractère historique. À Paris, encore une manifestation en faveur de l'OLP a rassemblé en fin d'après-midi les partisans de plusieurs organisations palestiniennes et aussi les militants de certains mouvements d'extrême gauche. Tout à l'heure, dans notre dernier journal, à 23h30, un débat sur le sort de Yasser Arafat et son éventuelle survie politique opposera Antoine Sfer, journaliste du Pèlerin, à l'écrivain Amin Malouf. Au-delà de la question palestinienne, la Syrie, aujourd'hui, par la voix du président Assad, a réaffirmé sa détermination de riposter, je cite, aux plans et aux ambitions impérialo-sionistes en comptant sur la force de ses amis au sein du bloc socialiste et à leur tête l'Union soviétique. Fin de citation. La Libye, de son côté, s'engage une nouvelle fois aux côtés de la Syrie au cas où les États-Unis et leurs alliés décideraient d'agir contre Damas. Israël ne menace pas la Syrie, a affirmé aujourd'hui le Premier ministre israélien qui était en visite d'inspection au Sud-Liban. Le Sud-Liban qui a été largement paralysé aujourd'hui par une grève générale de protestation contre le blocus israélien. À noter encore à Beyrouth cette alerte aujourd'hui à l'ambassade de France. Une voiture a forcé un barrage de protection. Les parachutistes français ont tiré, arrêtant la voiture. On ne sait rien pour l'instant de l'identité de ces passagers. Des you-you stridents, des bravos, des embrassades, une indicible bousculade dans la chaleur et l'enthousiasme. Le président algérien Chadli et le président Mitterrand ont eu droit aujourd'hui dans un grand hôtel parisien à l'accueil de la communauté algérienne en France. Gérard Sebag et Jacques Aubertin. Pour nous, c'est un honneur, c'est un très grand honneur et c'est une journée historique pour l'émigration et pour le peuple algérien. Cette visite, je pense qu'elle va essayer de régler quelques problèmes d'injustice, de droit, d'humanisme. Ça fait plaisir de voir. Je mourrai après. Ça fait plaisir. Dans cette atmosphère de véritable délire, le président Benjedid a déclaré « Vous êtes tous les ambassadeurs de votre pays. Vous devez respecter les lois françaises. La France et l'Algérie se tournent vers une coopération rénovée. Mais le but de chacun d'entre vous doit être un jour le retour définitif au pays. » Cette visite de votre président prend une immense signification. Elle marque un choix courageux et je l'espère décisif pour que le passé cède devant le présent et l'avenir. L'apparat ce soir reprend ses droits. Le président algérien dîne en ce moment à l'Élysée. Soulagement en Turquie, le président Evren et ses généraux saluent le résultat des élections de dimanche dernier et jouent le jeu. Le président Evren a reçu ce matin le grand vainqueur de ces élections, M. Orsouk, qui doit donc former logiquement dans les semaines à venir un gouvernement civil en Turquie. Panique dans la banlieue de Liège, en Belgique, la nuit dernière. Aujourd'hui, on déblaye les décombres. Un tremblement de terre a ébranlé le faubourg de Saint-Nicolas, tuant 2 personnes âgées et causant d'importants dégâts matériels. Jacques Violet. Voitures écrasées par d'énormes blocs de béton, toitures arrachées, plafonds effondrés,
Toute la région de Liège a subi des dégâts matériels extrêmement importants. C'est le plus fort séisme, près de 5 sur l'échelle de Richter, que notre région d'Europe ait enregistré depuis 1938. 3 secousses en un quart d'heure, dont 2 seulement ont été ressenties par les habitants de la région, réveillés en sursaut en pleine nuit et fortement traumatisés. J'ai entendu le bruit et je suis allée à la fenêtre pour voir ma fille en face, qui habite au 39. Mais c'est difficile de parler. La secousse a tellement été fort que tout a tremblé. Hein. Et on vous a demandé de rester dans la rue? C'est-à-dire que nous avons encore senti une petite secousse, alors nous sommes sortis. Pour les spécialistes, ce tremblement de terre n'est pas surprenant. Son épicentre se situe exactement au même endroit qu'un séisme de 1692, après le plus important de tous, qui au XIVe siècle avait détruit la ville de Bâle en Suisse. Tout se passe comme si la poussée de l'Afrique forçait l'Allemagne et la France, en quelque sorte, à s'écarter l'une de l'autre avec des vitesses faibles, dans la direction qui est montrée par cette flèche rouge ici. Mais cette fissure-là, vers Francfort, a du mal à se propager vers le nord. Elle bute contre de grands accidents anciens, d'âge hercynien, le même âge que les phénomènes géologiques qui se sont produits dans notre massif central, et une partie du mouvement est pris en compte sur ces failles anciennes, dans une zone de fracture qui va de Francfort à la mer du Nord, au delta du Rhin, et qui passe près de Liège et de Bruxelles. La nuit dernière, en Belgique, notre planète Terre nous a rappelé qu'elle était bien vivante et que ces tremblements, même dans nos régions, ne devraient pas nous étonner. En tout cas, l'émotion a été vive. Quelques 6000 fonctionnaires CGT dans la rue à Paris cet après-midi pour réclamer le maintien de leur pouvoir d'achat. Manifestation aussi à Lyon. La CGT entend ainsi peser sur les discussions budgétaires dans la fonction publique. Des perturbations à prévoir demain sur quelques lignes SNCF de la banlieue parisienne et en province, dans la région de Marseille. La CGT et la CFDT ont décidé au niveau local de déclencher des arrêts de travail. Attention donc demain matin aux engorgements dans certaines gares. La noble profession des garçons de restaurants et de cafés ont un nouveau héros. Un héros qui, à en croire les sondages, continue de faire des ravages dans le cœur des Françaises et des Français. Il s'appelle Yves Montand, vedette du nouveau film de Claude Sautet qui sort demain dans les salles de cinéma et qui s'intitule comme il se doit, Garçon. Yves Montand, c'est votre 3e film avec Claude Sautet. C'est un film un peu différent des autres. Oui, parce que je l'aime bien dans la mesure où c'est quand même un peu un personnage de music-hall. Le côté extérieur, c'est vrai que ça peut être aussi la comédie musicale. Mais je l'aime bien parce que c'est le anti-héros et le anti-macho. Il se croit encore un jeune homme, alors qu'à la limite, ce serait papy chef de rang, quoi, si on va par là. Mais c'est quand même un personnage qui reste dans la lignée de ces hommes mûrs, tendres, irrésistibles, un peu mufles, et pas toujours très heureux avec les dames. Mais non, je trouve justement, comme disait mon ami qui a eu le film, David McNeil, le compositeur, auteur-compositeur de fort belles chansons, à la sortie du film, il m'a dit c'est curieux parce que voilà un personnage qui en prend plein la gueule et qui repart toujours comme un 14. Et qu'on a un peu envie d'aider, non, tout au long du film. Oui, je crois. Non pas apporter les plats parce que vous faites ça très bien. J'ai essayé, je pense que c'est la moindre des choses, c'est une profession en tout cas extrêmement respectable. Et c'est toujours les coups de feu qu'ils ont de 3 heures, sont toujours sur le coup, comme on dit, mais ils ont surtout 3 heures de midi à 3 heures et le soir, de partir de 6 heures jusqu'à 9 heures, 10 heures. Et alors maintenant, quand vous allez dans un bistrot, est-ce que vous regardez les garçons d'un œil un peu différent? Est-ce que vous avez une manière différente de demander votre commande? Oui, c'est-à-dire que je les surveille un petit peu, c'est-à-dire qu'ils viennent maintenant à la table, ils viennent d'un air complice. Voilà. Alors disons que ils sont contents de prendre la commande et de vous servir le mieux qu'ils peuvent. Et ils ne vous font pas de remarques sur la manière dont vous-même vous... Non, pas du tout. Ils ont été au contraire, ils ont retrouvé que professionnellement, il y en a 2 qui m'ont dit chapeau parce que... Enfin, je pense que ça va partir de n'importe quel comédien. Vous savez, ça c'est la base même de notre métier. C'est-à-dire apprendre au moins le maniement ou d'une arme à feu
comme dans Police Python, si vous voulez, ou quand même porter un plat d'une façon correcte. Alors il y a d'autres comédiens attachants dans ce film. Il y a Villeray, il y a Nicole Garcia, bien sûr. Oui, Villeray qui triomphe, je tiens à le signaler, dans Papy fait de la résistance, où il est remarquable, et Nicole Garcia qui est également dans ce merveilleux film qui s'appelle Les mots pour le dire. Alors on va innover ce soir, on ne va pas parler de politique, Yves Montand. Alors, mais quand même une question. Comment expliquez-vous que vous soyez devenu dans les médias en France et dans l'opinion, il faut bien le dire, un tel phare de la pensée contemporaine, ou disons en tout cas un tel point de repère? Comment expliquez-vous le phénomène? Écoutez, je ne sais pas s'il y a un phénomène, mais je crois que il y a eu des circonstances et des moments où je pense avoir dit certaines choses qui me semblaient à moi en tout cas élémentaires. Certains l'ont mal pris. Mais je ne retire pas un mot ni une virgule de ce que j'ai pu dire à l'émission de 7 sur 7, puisque vous me posez la question. Alors qu'est-ce qui touche selon vous? C'est quoi? C'est la sincérité? C'est le désir de s'exprimer Oui, je crois qu'ils savent très bien que je ne le fais pas d'une façon intéressée, je n'attends ni gloire ni argent, je ne brigue aucun poste officiel, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être acceptées si on triche, et quand on se veut de la famille de gauche, je pense qu'il faut appeler un chat et puis dire si on s'est trompé, qu'on s'est trompé, et non pas faire toujours tomber la responsabilité sur les gens de droite, ce qui est un peu facile. Mais quand même, il n'est pas courant en France qu'un saltimbanque, qu'un homme de planche ose s'exprimer sur ces choses-là. Il se passe un phénomène assez curieux là-dessus, c'est que toutes les classes sociales dans ce pays, et c'est très bien, peuvent s'exprimer, sauf les saltimbanques. C'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie. Sauf les saltimbanques, c'est très curieux. Ou bien on dira que vous êtes un chanteur qui pense. Alors je vois mal comment on pourrait faire le salaire de la peur, état de siège, l'aveu, Z, la guerre est finie, si vous êtes un légume. Il faut donc que j'ai été concerné par certaines choses, tout au moins. Et tout d'un coup, on fait... C'est tout d'un coup, j'appelle ça du racisme, et dans des journaux non des moindres, et des hebdomadaires non des moindres, qui se prétendent de gauche. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de s'exprimer. Au moment des législatives et des présidentielles, vous avez vos boîtes aux lettres qui sont submergées de tracts, de brochures, de lettres. On vous demande surtout de bien voter, car une voix ça compte. On paye les impôts, on peut aussi, nous aussi, recevoir la bombe sur le coin de la figure, mais nous n'avons pas le droit de nous exprimer. Oui, en tout cas, je crois que la majorité des Français, quand même, ne vous reproche pas de vous exprimer. Non, je crois que, je ne sais pas si c'est la majorité, mais il y a beaucoup de gens qui ont exprimé, au contraire, qui voudraient aller plus loin, mais ça c'est une autre émission, je crois, parce que là, je voudrais bien qu'on reste dans le domaine du spectacle. Il ne faut pas tout mélanger. Yves Montand, merci. 2 mots de sport encore, et d'abord l'automobile. L'Italien Andrea De Cesaris pilotera une Ligier la saison prochaine. De Cesaris a signé un contrat cet après-midi avec le constructeur français. Où s'arrêteront les femmes? Les voilà en selle pour un Tour de France cycliste. Ce n'est actuellement qu'un projet que les organisateurs du Tour de France, messieurs Godet et Lévitan, vont soumettre à l'Union cycliste internationale. Les coureuses disputeraient 14 étapes de 60 km environ. Une information qui nous touche directement ici à la rédaction d'Antenne 2. Pierre Lescure, le directeur de notre rédaction, nous quitte. Nous allons le regretter, mais il va continuer à exercer son talent à la télévision puisqu'il va s'occuper de Canal+, la future 4e chaîne. Il est remplacé par son adjoint Michel Toulouse et c'est Albert Duroy qui devient à son tour directeur adjoint de notre rédaction. Et maintenant, un mot du temps, Alain Gillot-Pétré. Pour Yves Montand, je pourrais dire que les feuilles mortes se ramassent à la pelle, mais non, on prend les mêmes et on recommence. Regardez la photo satellite, les mêmes ingrédients. Pour demain, sur une photo en infrarouge, je vous le précise tout de suite, donc les nuages d'altitude paraissent beaucoup plus blancs qu'ils ne sont d'habitude, car nous sommes en visible d'habitude. Donc, un anticyclone toujours sur l'Europe centrale, tournant comme ceci, nous ramenant de l'air, nous rapportant de l'air chaud, doux, d'où les températures tout à fait inhabituelles. Ingrédient également, ces nuages qui progressivement rentrent très très doucement au fur et à mesure que l'anticyclone, lui, s'en va. Ça nous donne pour la carte de demain, regardez là, toujours des brouillards sur le nord-est du pays, donc un temps assez frais, et un peu de soleil l'après-midi, mais les brouillards persisteront souvent localement. Le mauvais temps méditerranéen s'éloignera progressivement, comme prévu par la météo nationale, mais persistera tout de même en Corse. Ensuite, de la Manche au bassin parisien, au centre et à la Méditerranée, c'est plutôt du beau temps, tandis que sur l'ouest, la façade atlantique et le sud-ouest, progressivement, les nuages deviendront de plus en plus abondants avec un peu de crachin, mais c'est pas grand-chose. Les températures,
Toute petite baisse, je n'ai même pas indiqué, 1 degré par-ci par-là, de 9 degrés sur le nord-est à cause des brouillards persistants, à 20 degrés au sud, mais toujours très peu de différence entre le nord et le sud du pays. Nous sommes toujours au-dessus des normes saisonnières. Demain, c'est le mercredi 9 novembre, 3 minutes de soleil en moins. Yves Montand, levé 7h51, couché 17h18 et c'est la Saint-Théodore. À 23h30, Claude Sérillon vous présentera notre dernière édition. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.